Anne-Laure Blin, bonjour. Christophe Barbier, bonjour. Et bienvenue, vous êtes député Les Républicains du Maine-et-Loire, du côté de Saumur. Ah bah tiens, justement, dans votre circonscription, est-ce que, comme dans les grandes villes, les Français, vos concitoyens, en ont assez de porter le masque? Ah oui. Oui, clairement que oui. Moi, je suis dans une circonscription très rurale et très sincèrement, on attend avec impatience la levée des préconisations parce que... Mais pourquoi on ne l'a pas déjà fait dans un département rural? Qu'est-ce qui bloque? Ah bah écoutez, c'est l'administration qui décide. Moi, j'ai plaidé auprès du préfet du département pour que justement on allège, pour que dans nos forêts, dans nos communes qui sont vraiment des plus petites communes qu'à Angers ou à Saumur, on puisse avoir notamment un masque qui soit simplement à l'intérieur et qu'à l'extérieur on puisse se balader sans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les signaux font que on veut aller toujours dans le même sens et qu'on maintient ces préconisations pour tout le monde. Voilà. Et est-ce que les gens obéissent ou est-ce que vous voyez des dissidents? Bah, évidemment, il y a des gens qui vont avoir tendance à peut-être s'auto-alléger ces mesures-là, mais grosso modo quand même, les Français se sont conformés à ce qui était demandé. Mais je crois que maintenant, il est temps de passer autre chose et de redonner la liberté que l'on mérite. Alors la vaccination avance, la vaccination des adolescents commence avec autorisation des parents. Est-ce que vous y êtes favorable? Bah, écoutez, la vaccination, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moyen pour endiguer cette pandémie. Après, je pense qu'il ne doit pas y avoir de caractère contraignant. Il faut que l'on parte sur le principe que tous les volontaires qui le souhaitent puissent et doivent être vaccinés. Il faut que donc l'État mette en mesure toutes les dispositions exactement Bon. pour que les gens qui le souhaitent soient Mais vaccinés. il y a quand même une partie des gens qui ne le souhaitent pas, qui ne veulent pas participer à cet effort collectif. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aller vers une forme d'obligation au nom de l'intérêt général? Très sincèrement, je pense pas qu'il y ait de réfractaires. Il y en a peut-être, mais il y en a toujours eu de toute manière. La seule chose, moi, les retours que j'ai eus, c'est que très clairement, les gens qui souhaitent être vaccinés ne pouvaient pas l'être parce qu'on n'avait pas suffisamment de vaccins, les possibilités n'étaient pas suffisamment ouvertes. Et donc voilà, donc ce sont ces gens-là qui doivent être vaccinés. Et puis après, on verra bien quand on aura atteint ce seuil ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, pour le moment, les volontaires, c'est ce qui est principal. Que faire contre les fêtes qui dépassent le couvre-feu, les rassemblements de jeunes? Ce soir, il y a le premier match de l'équipe de France dans l'Euro de football, il y aura peut-être des débordements. Qu'est-ce qu'on doit faire? Être dans le répressif? Être dans l'autorité. Et c'est quoi l'autorité? Être dans l'autorité et la compréhension. Ce qui n'est pas compréhensible n'est pas applicable. Voilà, c'est le grand problème. C'est le grand problème de la gestion de cette pandémie, c'est qu'il n'y a pas eu de mesures claires, ce qui les rendait compréhensibles pour les Français. Donc à partir du moment où vous expliquez et où les Français comprennent, ils l'appliquent. Simplement, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des différences de traitement. J'ai entendu encore ce week-end à Roland-Garros, voilà, en cours de match, même s'il était passionnant, en cours de match, on allège les mesures pour simplement les personnes qui sont dans le stade de Roland-Garros, alors qu'à contrario, nous, dans nos campagnes, on nous oblige à des protocoles sanitaires très stricts. Donc, c'est là où les Français ne comprennent pas ce deux poids, deux mesures. Il faut véritablement qu'il y ait des règles pour tout le monde et qu'elles s'appliquent partout. Et il faut faire preuve d'autorité. Est-ce que vous diriez néanmoins qu'en zone rurale, on a moins souffert du confinement et de la Ah pandémie? ben, on a la chance, oui, on a la chance d'avoir la nature et de bénéficier d'un cadre de vie quand même particulièrement agréable. Après, on a quand même drôlement souffert parce que toutes nos activités de village, je pense notamment à nos sociétés de boules de fort, voilà, qui sont des associations très, très typiques, très locales, très Et qui traditionnelles. font le vivre ensemble. Qui font le vivre au centre de nos villages, qui ont été longtemps fermés et qui ont drôlement souffert. Donc oui, on a souffert aussi. Il y a une déprime. Il y a une déprime globalement, oui. Les Français, voilà, se sentent réduits, restreints et contraints en permanence. Et ça, c'est pas tenable. Parlons des régionales, puisque le premier tour approche, c'est dimanche, en Pays de la Loire, chez vous, la présidente, Christelle Morancet, les Républicains, sortante, d'après les sondages, pourrait être battue au second tour, sauf si elle fait alliance avec François de Rugy et La République En Marche. Est-ce que c'est votre recommandation stratégique? Ah mais moi, ma seule recommandation aujourd'hui, à la veille du premier tour, je vous rappelle, Christophe Barbier, nous sommes à la veille du premier tour. Il n'est pas question de second tour. Il faut véritablement que les Français se déplacent dimanche. Le scrutin est dans 4 jours. Il faut impérativement que les Français se déplacent. Et il faut que notre électorat aussi, l'électorat de la droite et du centre, se déplace. Parce que la participation sera fondamentale. Ensuite, on a une présidente de région qui a la capacité, qui est présidente depuis
depuis 3 ans, qui est une femme de terrain, une chef d'entreprise, une femme de droite, une femme qui agit et qui se déplace en permanence partout dans nos villes et dans nos villages. Et nous avons la chance de l'avoir. Donc, il faut véritablement lui donner la force nécessaire d'être élu et d'être le plus haut possible dès dimanche. La question des alliances, ça, c'est de la tambouille. C'est de la tambouille Il politicienne. faudrait bien se poser cette question quand même dimanche soir. On Les verra chiffres vont dimanche parler. soir. Mais la seule chose que je vois aujourd'hui, c'est que face à Christelle Morancet, qui est la présidente sortante, nous avons, et j'ai 3 collègues, 3 députés qui se présentent face à elle, qui sont de la même famille politique et qui n'ont qu'un objectif, c'est de la faire battre. Eh bien, moi, je dis, ce sont les Français, ce sont les Ligériens qui gagneront et qui feront gagner les Pays de la Loire s'ils se déplacent massivement dimanche. Alors, si Mathieu Orphelin s'impose, c'est une vision écologiste qui arrivera à la tête de la région. Est-ce que ça vous inquiète pour le monde rural ou est-ce qu'au contraire vous vous dites peut-être qu'avec un écolo, contre mauvaise fortune bon cœur, on fera entendre la voix des campagnes? Mais c'est pas un écolo, c'est un opportuniste. Pardon de le dire, Christophe Barbier, mais Mathieu Orphelin ne sait pas où il habite. Mathieu Orphelin a été effectivement et a travaillé avec Nicolas Hulot, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être l'écologiste de cette campagne. Mais il a été député sous l'étiquette de La République En Marche. Et puis finalement, on est parti en cours de route. D'ailleurs, François de Rugy et Guillaume Garot sont de la même politique, du même groupe politique. Ils siégeaient ensemble, ils ont les mêmes idées. Et Mathieu Orphelin n'est pas un écologiste. C'est une personne qui porte une écologie liberticide pour les Français, sous un couvert aujourd'hui politiquement correct d'écologie. C'est quoi une écologie liberticide? C'est une écologie punitive. Voilà. La volonté, la seule volonté aujourd'hui de Mathieu Orphelin, c'est d'imposer une vision du monde, une vision de l'écologie, prétendument écologiste, au détriment de l'être humain et au détriment des Français. L'écologie, tout le monde est écologiste. Et la première à être écologiste est aussi Christelle Morancet. Quand vous reprenez son bilan, elle a un excellent bilan. D'ailleurs, on n'en parle pas parce que ce n'est absolument pas possible de le contrer, ce bilan, puisqu'il est excellent. En matière d'écologie, elle n'a absolument aucune leçon à recevoir. Donc, moi, simplement, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on a une vision de toute la gauche. Et d'ailleurs, Mathieu Orphelin s'est allié avec Jean-Luc Mélenchon, pardon. La France insoumise, c'est vraiment la volonté d'une déconstruction, d'une déstructuration de la société, mais absolument pas une vision positive pour notre écologie et nos territoires. Les agriculteurs s'inquiètent de cette montée en puissance d'une écologie plus radicale? Mais bien sûr, parce qu'on est, voilà, vous le dites, c'est particulièrement ça, c'est le radicalisme. On est dans la radicalité, on monte les uns contre les autres. Les agriculteurs, les chasseurs sont les premiers acteurs de la biodiversité. Et aujourd'hui, on cherche à faire croire que ce sont eux qui nuisent à nos paysages, à notre nature. Mais bien au contraire, s'ils n'étaient pas là, nos paysages seraient totalement différents. C'est pour ça qu'une partie du monde rural regarde vers le Rassemblement national? Non. Ils regardent vers la droite. Ils regardent vers la droite et ils attendent de leurs responsables politiques, de la présidente de région, qui est une femme de droite, que l'on soit mobilisé à leur côté, que nous favorisions les démarches écologiques, certes, mais dans un sens non punitif. Il ne faut pas qu'à chaque fois la politique écologique soit assujettie de nouvelles taxes. Et c'est ce que veut la gauche, ce n'est pas ce que veut la droite, et c'est ce que nous portons comme projet. Alors parlons de la droite qui a des soucis. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est entendu dans l'affaire Big Malion. Vous qui êtes arrivé à l'Assemblée il y a quelques mois, vous regardez cette affaire, campagne 2012, comme les turpitudes de l'ancien monde ou comme finalement l'échec ultime d'un homme qui avait réussi à être président et qui après s'est perdu? Mais moi, ce que je vois, c'est que Nicolas Sarkozy a été un excellent président de la République. Et qu'aujourd'hui, on essaie de faire tout ce qui est possible pour détruire son bilan et détruire sa personnalité. Quand vous dites on, c'est les juges? Les juges, les Français, pardon, les médias aussi. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, hier, d'ailleurs, était déjà l'homme à abattre. Il le reste aujourd'hui parce qu'on aurait peut-être peur qu'il revienne. Mais je crois qu'il faut arrêter avec cette vision de on doit tuer tout ce qui peut changer un peu et avoir de la volonté. Et Nicolas Sarkozy est un homme d'État, était un excellent chef d'État avec une volonté, une vision à long terme pour la France. Et c'est ce qu'il faut que l'on retrouve à droite. Et c'est ce à quoi aujourd'hui on s'attelle. Alors un homme qui monte,
à droite notamment, et qui en vient, c'est Édouard Philippe. Il est décoré aujourd'hui par Emmanuel Macron de la Légion d'honneur. Pour une députée des Républicains comme vous, Édouard Philippe, qu'est-ce que ça représente? C'est un traître ou bien c'est un espoir parce que l'avenir va durer longtemps et il est resté fidèle à ses idées? Je ne connais pas particulièrement Édouard Philippe. Effectivement, vous l'avez dit, j'ai été élue en septembre, donc je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui lorsqu'il était Premier ministre. Simplement, ce que je vois, c'est que quand, qu'il soit de droite ou de gauche, là n'est pas la question. C'est qu'il faut que nous ayons des hommes et des femmes politiques qui aient des convictions et qui aient le courage de mener leurs convictions jusqu'au bout. Et on ne peut pas se vendre à l'un ou à l'autre au prétexte de vouloir avoir de vouloir se placer en quelque sorte. Il est un peu trop zigzagué, quoi. Il faut pas, voilà, il faut arrêter avec la langue de bois, il faut arrêter avec les alliances d'opportunités, tout simplement pour assurer son avenir. Il avait fait les 80 km/h, la limitation de vitesse en Maine-et-Loire. C'était passé comment, ça? Ah, mais les 80 km/h, c'est ravageur pour des communes rurales comme les nôtres. Les 80 km/h, ça a été une mesure qui a été décrétée de Paris sans tenir compte de la réalité de nos territoires. Quand on voit que la plupart de nos liaisons routières, parce que nous ne sommes pas desservis par notamment des TGV ou par des trains, parce qu'on pense plutôt aux grandes agglomérations, et que le seul moyen de locomotion, c'est la voiture, à un moment donné, on se dit que tout est fait contre la ruralité et contre nos territoires. Donc c'est une mesure qui n'était absolument pas de bon sens, et nous, ce que nous souhaitions, c'était que nous soyons consultés et que nous consultions les élus locaux, ce qui n'a absolument pas été fait. La droite va devoir choisir un candidat à la présidentielle. Quelle est la bonne méthode? Une étude approfondie auprès de 15 000 sondés, comme c'est engagé? Les sondages tout court, au gré des vents? Ou bien faut-il avoir le courage de faire une primaire? Je crois que la méthode de la droite, c'est le collectif. Il faut que nous soyons tous rassemblés. Il y aura bien un moment où nous déterminerons qui portera notre projet. Mais rassembler comment? Un congrès? Le groupe parlementaire qui choisit un champion? Comment on fait? Je pense que voilà, tous les responsables politiques pourront se rassembler, les militants surtout. Moi, je pense aussi aux militants, aux gens qui adhèrent, aux gens qui nous suivent sur le terrain, qui ont besoin d'être entendus. La base, comme l'on dit. C'est de la base dont tout vient. Donc il faut que l'on écoute la base, il faut que l'on écoute ce qu'ils souhaitent, mais je crois surtout ce qu'ils veulent, c'est un programme, des vraies convictions, et ensuite viendra largement le temps de qui portera ce programme. Mais ce programme est fondamental, et pour mener à bien ce programme, il faut que nous soyons collectifs et que tous les responsables politiques soient rassemblés pour la France et pour les Français. Et l'horizon, c'est donc de choisir le champion à la fin de l'année, après avoir fait ce travail? Oui, le calendrier, je pense l'automne sera largement suffisant. À propos de conviction, je vous ai suivi sur les réseaux sociaux, vous avez été très active lors des débats parlementaires sur la bioéthique, la loi récemment passée. La droite, si elle revient au pouvoir, est-ce qu'elle doit dire oui, nous abolirons la PMA pour toutes, parce que cette loi ne nous convient pas? C'est difficile à dire parce qu'effectivement, sur les sujets sociétaux, on cherche toujours à aller vers on fait quelque chose et on doit détricoter derrière. Nous, ce que nous avons fait avec les députés Les Républicains et bon nombre de collègues, c'est que nous nous sommes mobilisés fortement la semaine dernière, vous l'avez rappelé. Nous étions présents à l'occasion de tous les débats et nous avons montré à la majorité que ce n'étaient pas des sujets simples à traiter et que, en tout état de cause, on ne pouvait pas les traiter de cette manière-là parce que entre deux calendriers parlementaires, donc sur ces sujets de bioéthique, il faut véritablement que l'on arrive à un consensus ou en tout cas quelque chose, un débat un peu apaisé qui n'était absolument pas le cas. Anne Lorblin, merci. Bonne journée. Merci à vous.